Et cette année, le très convoité prix Nobel de l'écologie va être remis à Jeff Bezos pour son maniement exceptionnel de la combustion qui a été très inspirant pour le monde entier. Ce prix est une vraie consécration. Pour parvenir à être plus écolo, j'ai beaucoup investi de ma personne, c'est-à-dire de ma fortune. Car la moula, c'est moi! Je suis la moula! Ce type-là est le troisième humain le plus riche de la planète. Vous l'aurez sans doute reconnu, ce type, c'est Jeff Bezos. Et il avait tout pour devenir un entrepreneur très aimé. Déjà parce qu'il n'est pas un héritier, contrairement à beaucoup des grandes fortunes de ce monde, et particulièrement en France. En plus, il a quand même galéré. Ses parents américains l'ont eu à 18 et 16 ans, son père, un jeune artiste de cirque, malheureusement l'abandonne à la naissance et il est finalement adopté, par chance, par le nouveau compagnon de sa mère, Miguel Bezos, qui a immigré à l'adolescence depuis Cuba. Il est parti aux USA. Je ne sais pas qui c'est ce Miguel, mais c'est sûrement un chien de capitaliste. Jeff a aussi le storytelling qui va bien, puisqu'il a fabriqué le logiciel d'Amazon dans son garage, quand même avec des employés. Jeff, je voulais te dire qu'on en a marre de bosser dans un garage et qu'on en a marre de faire des livres. Et en plus, Jeff a pour ambition de fabriquer la plus grande librairie du monde avec le plus grand fonds de livres du monde. Oh putain les mecs! Et franchement, les livres ont une bonne image. C'est pas comme vendre des armes ou du pétrole. Beaucoup plus difficile à porter quand même dans sa marque personnelle. À 35 ans, il est élu personnalité de l'année par le Times et il fait même une super couverture super fun. Ah, il est rigolo tout plein ce Jeff. Y a pas à dire, tout roule pour Jeff, et pourtant, sa réputation va peu à peu se dégrader. Parce que Jeff a un souci. Il a beau se faire prendre en photo et poser avec des murs végétaux, avec des fougères en plus, qui sont des plantes admirables. Il a beau avoir fait une fondation pour sauver la planète du réchauffement climatique, rien n'y fait. Jeff Bezos est mal aimé parce qu'il a un gros problème. Son gros problème, c'est qu'il ressemble au méchant de Superman Lex Luthor. Oh shit, that's me! Je chercherai constamment à conquérir le monde, tant qu'on ne me fabriquera pas un shampoing qui fait repousser les cheveux. Non, je plaisante. Son problème, c'est ça. Des centaines d'articles qui dénoncent la gestion choquante des invendus d'Amazon. Alors ce fut d'abord au tour de la presse francophone d'être traumatisée une première fois en 2019, et puis ce fut le cas de la presse anglophone en 2021, après qu'un journaliste ait fait une vidéo de produits flambant neufs, t'as capté, sur le point d'être détruit. Je vous laisse apprécier la tonne d'articles, c'est quand même un des plus gros bad buzz mondiaux de ces dernières années. La croissance d'Amazon était en constante expansion sur toute la période, rapportant toujours plus de moula, de pesos à Monsieur Bezos, et la réputation de celui-ci allait être salement amochée au passage. Un vrai caillou dans la chaussure de Jeff, Amazon, vendeur de destruction massive. C'est ainsi par exemple que Le Monde titrait son article accompagnant un documentaire choc diffusé sur M6 en janvier concernant la gestion de ses invendus. Au sol, un panneau et une bande jaune délimitent clairement des palettes dédiées à la destruction. Selon certains comptages, il y avait 3,2 millions de produits jetés et brûlés en un an. Monsieur Bezos, bonjour. Passons directement au sujet d'actualité brûlant qui vous concerne. Il paraîtrait que vous adoreriez brûler toutes sortes d'objets. Ce n'est pas totalement vrai. Je ne burn pas les produits que je vends. Je burn que ce que je vends pas. Et cela n'a pas plu du tout. Pourquoi ça ne plaît pas ? Parce que dans un monde où il y a de la pauvreté et dans lequel on essaye de faire un effort collectif pour rationaliser l'exploitation des ressources et donc limiter le réchauffement climatique, se mettre à brûler des produits tout beaux, tout neufs, ça a une petite odeur de soufre. Et si vous imaginez les centaines d'articles de presse, vous pouvez aussi imaginer les millions de posts sur les réseaux sociaux qui les relaient, qui s'en offensent, qui les commentent, et bien sûr les personnes comme moi qui en font des contenus ou des vidéos. Donc le scandale, il est d'abord venu de la France, et la réponse d'Amazon s'est faite essentiellement via Amazon France. Mais avant de voir la réponse précise d'Amazon, voyons pourquoi Jeff Bezos résout ce problème des invendus d'une façon aussi sommaire et choquante que la destruction et le feu. Avec Amazon, Jeff a pourtant été un champion en matière de résolution de problèmes et de rationalisation. C'était pas pour rien qu'il s'est imposé comme le leader du e-commerce. En se fixant des objectifs comme une livraison rapide du bon produit au bon consommateur, Amazon a su trouver des solutions ultra efficaces à des défis techniques et logistiques. Et pour ça, franchement, on a de quoi être impressionné. En commençant avec le livre, un produit simple à transporter, non périssable et avec une faible obsolescence, ils ont pu faire monter en charge le service et faire des améliorations progressives. Donc ce choix du PMV, du produit minimum viable,
avec le livre était franchement brillant. Bref, je ne vais pas faire la liste des solutions brillantes qu'a trouvé Amazon et Jeff pour devenir le numéro 1 du commerce en ligne, alors que beaucoup essayaient d'y prétendre, mais franchement, il n'y a pas à dire, Jeff, il est très fort en matière de résolution de problèmes. Donc si Jeff a choisi cette solution simple pour évacuer les invendus, le feu, c'est parce que depuis tout petit, Jeff adore voir brûler des choses sur les genoux de sa grand-mère. Non, ça c'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est une blague. Enfin, peut-être qu'il a un côté pyromane, mais ça, moi, j'en sais rien du tout. Moi aussi, j'adorais mettre le feu depuis tout petit avec ma babouchka. Et puis, grand-mère a montré explosion. C'est bon, explosion. Très bon. Si Jeff a choisi cette solution simple pour évacuer les invendus, c'est parce que dans une logique de pure rentabilité, se débarrasser des produits invendus en les jetant ou en les brûlant est malheureusement assez logique une fois que l'on suit la manière dont est fabriqué le service. Une des idées brillantes d'Amazon consiste à ne pas acheter les produits, ce qui a d'immenses avantages. Vous n'allez pas bloquer vos actifs, vous pouvez donc concentrer toutes vos ressources sur la distribution des produits et sur le service client. Autre avantage, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'aiment les publics sur des milliers de secteurs. Croyez-moi, ce n'est pas simple de savoir s'il y a une adéquation avec l'audience sur le marché de la perceuse, du cosmétique, de l'audiovisuel, du manga, etc., etc. Et n'ayant pas tout ça à gérer, vous vous emmerdez quand même beaucoup moins. Le problème de ceux qui ne font que du dropshipping, c'est que le produit part des entrepôts du vendeur et que vous n'avez pas ni la maîtrise des délais, ni celle du packaging, ni celle du retour produit. Donc finalement, vous n'avez pas la possibilité d'uniformiser la qualité de la distribution. Et c'est là où la réponse de Jeff est aussi brillante. Il va mailler le monde par des entrepôts construits un peu partout où se trouvent leurs clients. Mais il ne veut pas être propriétaire du stock, vous l'aurez compris. Alors il va tout simplement vendre le stockage aux vendeurs de produits en échange d'une présence renforcée sur le site en ligne et de la rapidité et de la qualité de la livraison d'Amazon. On en arrive donc au problème, enfin à la solution de se débarrasser des invendus en les brûlant ou en les jetant. Les produits envoyés à la destruction n'appartiennent pas à Amazon, parce que c'est donc une marketplace qui stocke des millions d'objets de milliers de vendeurs différents. Et comme il le facture aux vendeurs, eh bien plus un objet reste en stockage dans un entrepôt, plus le vendeur va le payer. Et en plus, le tarif va augmenter au fur et à mesure. Voici les chiffres que j'ai trouvés. Au début, la facture est de 26 € au mètre cube pour le stockage. Et puis, ça passe à 500 € au mètre cube au bout de 6 mois. Autant vous dire que si votre produit n'a pas su trouver sa clientèle, il devient, au bout de 6 mois, une source d'appauvrissement pour vous en tant que vendeur. Pour Amazon, l'avantage, c'est de ne pas perdre de l'espace avec des produits qui ne se vendent pas. C'est la raison pour laquelle ils vont leur faire payer de plus en plus cher. Et c'est là que les vendeurs vont commencer à avoir le feu au derrière. Ces commerçants sont souvent basés en Chine, et si les ventes attendues ne sont pas au niveau de leurs objectifs, ils ont la possibilité de renvoyer chez eux le surplus ou de détruire les articles. En d'autres termes, ils peuvent soit reprendre le produit à leur charge, soit demander à Amazon de le supprimer. La dernière option semble bien plus avantageuse pour le commerçant qui sait que son produit n'est pas à la hauteur du succès voulu, qui ne veut pas payer le transport de retour, et qui en plus a souvent produit ses articles à bas coût et qu'en fait, ils ne valent pas grand chose. Alors ils donnent leur feu vert pour foutre les produits au feu, quoi. Moi, ça que je voulais dire à la télé, si Jeff il nous écoute, c'est que si c'est possible, ce serait d'arrêter le feu. Parce que la conséquence inévitable de tout ce fuego, c'est qu'on finit par plus savoir où donner de la lance avec les copains. Alors on n'a pas peur, on est sapeur, mais faut comprendre que c'est chaud. Voilà, c'est chaud quoi. Cette solution a même été optimisée, par exemple, juste en France, il y avait 5 sites dédiés à la destruction des produits, disséminés un peu partout sur le territoire, et une cellule spécialisée avec une équipe dédiée, qui était chargée d'améliorer les processus de destruction pour les rendre les plus efficaces possibles. Vincent, qui a longtemps travaillé dans cette cellule, ici, à Orléans. Il triait toutes les semaines les produits à renvoyer aux vendeurs, et ceux à détruire. Et voilà, vous connaissez maintenant la solution d'Amazon qui fait feu de tout bois pour atteindre ses objectifs de rentabilité. Mais ils ont quand même trop joué avec le feu dans un contexte où la majorité des consommateurs attendent plus de respect vis-à-vis de la planète. D'où le bad buzz qui s'en est suivi. Amazon traversait donc une tempête réputationnelle à ce moment. Il y avait beaucoup d'appels au boycott, notamment sur toutes les opérations du Black Friday. Cher Père Noël, cette année, nous prenons l'engagement d'un Noël sans Amazon. C'est ainsi que démarre la pétition signée par plusieurs élus de gauche, des écologistes, mais aussi des personnalités du monde de la culture qui appellent au boycott de ce géant de la vente en ligne. L'ancien secrétaire d'État au numérique affichait même son opinion sur le sujet, disant que pour une création d'emplois chez Amazon, 2,2 emplois étaient perdus dans les commerces traditionnels. Encore plus cette année, quand Amazon annonce 9000 emplois temporaires pour les fêtes de fin d'année, pour tous les colis que les Français vont commander, c'est autant d'emplois détruits. Il faut vraiment avoir cela en tête. Il y avait des campagnes sur fonds publics
pour inciter les consommateurs à se détourner de l'achat en ligne. Je me rappelle personnellement d'une campagne dans le sud, dans le bled d'où je suis originaire, où trônait sur le rond-point qui sert d'entrée à la ville, un magnifique panneau avec marqué d'Amazon qui nous incite à consommer localement plutôt que sur Amazon. Bref, ça commençait à sentir le roussi pour Amazon, et Jeff devait se dire qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, et ils ont dû faire une réponse. J'ai vraiment le plaisir de dire aujourd'hui et de vous annoncer que dès 2020, nous allons mettre en place en France un nouveau programme qui s'appelle la donation expédiée par Amazon. En gros, le programme consistait à donner à des associations les invendus plutôt que de les brûler ou de les jeter. Bon, c'était une solution. Mais de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux dénoncent l'opération comme une opération de communication. Et oui, parce que les petits malins de chez Amazon n'avaient fait qu'anticiper de quelques mois la nouvelle législation française. La loi anti-gaspillage interdit désormais, comme vous le savez sûrement, l'élimination des invendus non alimentaires pour plusieurs types de produits. Donc, avec cette nouvelle loi, on ne peut plus jeter ces produits. Les entreprises sont tenues de trouver une économie circulaire avec. Mais Amazon a rétorqué en montrant dans sa communication que c'était un choix et pas une simple réaction à la législation. Malheureusement pour Amazon, il va y avoir une preuve assez évidente qu'ils ont juste fait de la com et qu'ils n'ont pas vraiment intégré le critère de l'éco-responsabilité et de l'économie circulaire dans la recherche de solutions. Amazon s'est refait choper par la presse 2 ans plus tard, en train de détruire des produits, au Royaume-Uni cette fois-ci, comme l'a prouvé un reportage de journalistes britanniques. Au Royaume-Uni, en effet, il n'y a toujours pas de législation sur la destruction d'invendus, les Anglais adorant conserver des choses poussiéreuses. Sachez que cette blague sur les Anglais n'est pas validée par le Commonwealth. On peut douter de leur soutien à l'économie circulaire dans un futur proche. Amazon a dû gérer cette nouvelle crise en annonçant 2 nouvelles pistes de solutions, en plus de l'annonce sur les dons à des associations caritatives. La première piste concerne les produits retournés par les acheteurs. Vous savez, c'est le produit qui vous plaît pas, vous changez d'avis, bref, vous le retournez. Eh bien, il est désormais possible aux commerçants passant par la plateforme de revendre ces produits en les estampillant occasion. La deuxième piste consiste à proposer une liquidation pour un achat en gros. Cela permet aux vendeurs de faire une revente en gros pour récupérer une partie de leurs fonds, plutôt que d'engendrer la destruction des stocks. Même si ces solutions réduisent les destructions, elles ne soldent pas l'intégralité du problème. Et en attendant, Amazon continue à faire ses petites affaires de destruction là-bas, preuve qu'ils n'ont pas franchement fait évoluer leur cadre éthique de résolution de problèmes. Ils se sont contentés de s'adapter aux législations à venir des pays concernés. En France, l'amende peut aller jusqu'à 15 000 € par destruction, ce qui peut vite chiffrer quand même. Rappelons quand même, pour être juste, qu'Amazon ne sont pas les seuls à le faire, c'est particulièrement visible chez eux du fait de leur organisation, et parce qu'aussi les projecteurs du monde entier sont braqués sur leur réussite économique et sur leurs solutions logistiques, mais la plupart des systèmes de distribution le font, de la grande enseigne jusqu'au petit épicier, qui se débarrasse très certainement aussi de ses invendus. Brûler, c'est pas bien. Nous, on a choisi d'enterrer les produits, pas de les brûler. C'est aussi de la merde, non? Ouais, mais brûler, c'est mal. Faisons aussi l'hypothèse qu'Amazon étant présent dans plein d'endroits du monde, il y a bien d'autres pays dans lesquels ils ont cette pratique. Il n'y a aucune preuve, mais on peut le supposer dans la mesure où les législations ne sont pas encore présentes et qu'il y a des endroits où la presse ne va pas les embêter à ce sujet et où le critère de l'éco-responsabilité n'est pas encore aussi important chez ces consommateurs. Mais ça reste qu'une hypothèse, il n'y a pas de preuve. Bref, Jeff joue la montre pour maximiser sa rentabilité à court terme, mais pour aller où ? Voici un petit conseil que j'adresse à Jeff pour être encore meilleur dans sa capacité à résoudre des problèmes, pour franchir une marche ultime et devenir un super concepteur de solutions. Eh bien, il faut savoir travailler sous contrainte. Bon, je suis sûr qu'il sait le faire, mais il y a un type de contrainte auquel il n'a pas encore répondu complètement, c'est la contrainte éthique. Alors c'est vrai que souscrire à l'éco-responsabilité est au départ une vraie contrainte. Elle limite notre capacité d'action. On peut pas faire comme d'habitude en plus. Mais cette éthique n'est pas juste là pour faire joli et faire plaisir à la part des consommateurs sensibles à l'environnement. Non, cette éthique éco-responsable est celle qui va permettre au business de croître en limitant les crises majeures et en installant un contrat de confiance. Car parfois, le tort est tel qu'il ne suffit pas de dire qu'on a changé du jour au lendemain pour faire passer l'orage. Et donc, elle donne encore plus de pouvoir aux entreprises en leur donnant plus de stabilité. Mon conseil à Amazon, ce serait donc d'aller plus loin. Apprenez à poser un cadre éthique à la racine de la résolution du problème. Ne partez pas d'une page blanche quand vous essayez de résoudre un problème. N'ayez pas juste le critère de la rentabilité par exemple. Essayez de poser vraiment tous les critères éthiques auxquels vous souhaitez souscrire,
quitte à les modifier consciemment en cours de route et s'ils sont trop restrictifs, à les éliminer. Mais croyez-moi, vous verrez que vous serez plus créatif sous contrainte et que vous arriverez bien souvent à produire de très bonnes solutions et que vous aurez parfois même, grâce à ce cadre éthique, réussi le tour de force de transformer ces contraintes en opportunités. Voilà, vive le commerce, vive l'Amazon et vive l'humanité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt avec Faire Société.